Je t'ai préparé quelque chose de spécial, mon cœur. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans et je dirige un petit laboratoire d'analyse chimique à Angers, dans les Pays de la Loire. Ce dimanche matin-là, la tasse que Camille, ma femme, m'a tendue avait une odeur étrange. Pas celle d'un café trop fort ou brûlé. Une odeur chimique, agressive. Cela faisait 8 ans que j'étais marié à Camille. Nous nous étions rencontrés lorsqu'elle terminait ses études d'infirmière à l'IFSI de Nantes et que je commençais tout juste à monter mon laboratoire. À l'époque, elle me ramenait de la soupe lorsque je restais tard au labo pour calibrer mes appareils. Elle riait à mes blagues sur les niveaux de pH. Elle me faisait sentir comme le plus intelligent de la pièce, même quand sa famille me regardait de haut. Sa sœur Claire était en visite chez nous depuis 3 jours. 3 jours de remarques sarcastiques sur mon petit projet scientifique et de sous-entendus sur le fait que Camille aurait pu épouser quelqu'un de plus ambitieux. 3 jours où Camille opinait du chef, comme si elle était d'accord. 3 jours à ravaler ma fierté pendant que Claire transformait notre maison en scène de théâtre pour exhiber sa supériorité. La veille au soir, Camille et moi nous étions disputés. Rien de violent. Le genre de dispute silencieuse qui arrive quand l'un ne prend plus la défense de l'autre et que l'autre ne l'attend même plus. Elle m'avait reproché de trop mal prendre les blagues de Claire. Je lui avais dit que j'en avais assez d'être la cible facile chez moi. Nous étions allés nous coucher sans nous dire bonne nuit. Et ce matin-là, à 8 heures, Camille se tenait dans notre cuisine, une tasse fumante entre les mains, comme une offrande. Son sourire était trop grand, trop doux. C'était le genre de sourire qu'on adresse quand on veut réparer sans rien changer vraiment. C'est une infusion que j'ai faite moi-même. Ça va t'aider à te détendre. Je pris la tasse. Le liquide était d'un brun ambré très foncé. Une vapeur amère s'en échappait, avec une odeur de plante médicinale. Mais en dessous, je sentais autre chose. Quelque chose de plus piquant, de plus technique. Une odeur qui me rappelait les solvants industriels que j'utilise pour nettoyer les chromatographes. Camille fixait mon visage, trop attentivement. « Ça sent fort », dis-je. « C'est normal. C'est censé être puissant », répondit-elle. Depuis le salon, on entendait Claire au téléphone, probablement avec leur mère. Elle se plaignait du linge de lit de la chambre d'amis, du mitigeur de la douche ou de ma façon de remplir le lave-vaisselle. Elle avait cette voix précise qu'elle prenait quand elle voulait que tout le monde comprenne à quel point elle devait supporter mon incompétence. Je levais la tasse vers mes lèvres, puis m'arrêtais. Une nuance dans l'expression de Camille m'interpella. De l'anticipation? De la curiosité? Je souris. « Tu es adorable. » Et je l'embrassai sur la joue. Mais je ne bus pas. J'avais bâti mon laboratoire à partir de rien. 5 ans de cours du soir à l'université d'Angers, en chimie appliquée, tout en travaillant comme technicien sur des chantiers. 3 années supplémentaires à économiser pour louer un petit local dans une zone artisanale de Trélazé. J'avais acheté chaque appareil d'occasion, souvent lors de liquidations judiciaires. J'apprenais à utiliser des spectromètres de masse et des chromatographes en regardant des vidéos ou en lisant de vieux manuels récupérés auprès d'un ancien professeur. Au début, je faisais de l'analyse de sol pour des artisans du bâtiment. Vérifier qu'il n'y avait pas de pollution avant construction. Travail simple, mais précis. Le bouche à oreille a fait le reste. J'ai ensuite commencé à analyser des eaux pour la mairie, à tester des produits pour des PME agroalimentaires de la région, à assister même la gendarmerie dans des enquêtes. Rien de spectaculaire, mais du travail honnête, qui exige rigueur et discrétion. Camille, autrefois, était fière de ce que je faisais. Elle racontait à ses collègues infirmiers comment j'avais évité un procès à une crèche en identifiant une contamination bactérienne, ou comment j'avais aidé un agriculteur du coin à prouver que l'eau de son puits était polluée par une usine située en amont. Elle m'appelait son mari scientifique, avec une fierté sincère. Mais cette fierté s'était éteinte depuis 2 ans. Depuis que Claire était revenue vivre à Angers après son divorce et qu'elle passait Noël, les anniversaires, les ponts et même les dimanches chez nous. Claire travaillait dans la visite médicale. Elle roulait en Audi A3 de fonction, portait des tailleurs Sandro et parlait de vraie science en entreprise. Elle faisait passer mon laboratoire pour un hobby. Au début, Camille me défendait. Elle rappelait à Claire que j'avais monté tout seul mon activité,
que mes clients me faisaient confiance, que l'indépendance avait un prix. Mais ces arguments sont devenus plus vagues. Puis, ils sont devenus des sourires polis. Puis plus rien. Il y a 3 mois, Camille m'a suggéré de réorienter ma carrière. Pourquoi ne pas postuler dans un grand laboratoire à Paris? Il y aurait plus d'avantages, plus de stabilité. Et tu serais mieux perçu. J'ai répondu que j'y réfléchirais. Et j'y ai réfléchi, longuement. Je pensais à mon grand-père, ouvrier à l'usine PSA d'Aulnay pendant 40 ans, mort 6 mois après la retraite. Je pensais à mes clients, artisans, agriculteurs, élus locaux, qui m'appelaient directement parce qu'ils faisaient confiance à mon indépendance. Je pensais à ce sentiment qu'on a lorsqu'on résout un problème uniquement avec son esprit et ses mains. Mais je pensais aussi à la façon dont Camille me regardait quand Claire était dans la pièce. Comme si elle avait honte, comme si elle regrettait. Hier matin, juste avant notre dispute, j'ai surpris Camille au téléphone avec Claire. Elle parlait de ma fixation sur le labo. Camille a dit « Il lui faudrait peut-être un petit coup de pouce pour qu'il y voie plus clair. » Claire a ri. Je vois exactement ce que tu veux dire. À l'époque, j'ai cru qu'elle parlait de thérapie de couple. Mais là, en tenant cette tasse au parfum douteux, je n'en étais plus si sûr. Claire entra dans la cuisine avec son téléphone à la main et son éternel mou agacé. Elle s'était plainte à quelqu'un, probablement leur mère, parce que la machine à café ne faisait pas de mousse comme elle l'aimait. Claire posa son téléphone sur le plan de travail et se saisit de la tasse posée à côté de la mienne. « Enfin quelque chose qui sent bon dans cette maison », lança-t-elle. Je vis le visage de Camille se décomposer. « Claire, attends », commença-t-elle. Mais il était trop tard. Claire avait déjà pris une longue gorgée. Elle s'arrêta, fit une grimace, haussa les épaules et but encore. Arrière-goût bizarre. Mais bon, j'ai besoin de caféine. Camille me regardait. Je la regardais en retour. Aucun de nous deux ne fit un geste pour empêcher Claire de finir la moitié de la tasse. « Julien, » dit-elle enfin d'une voix mesurée, « tu devrais boire la tienne tant qu'elle est chaude. » Je pris ma tasse, celle que Claire n'avait pas touchée, celle qui sentait la camomille au miel, normale. Celle-là, Camille s'interrompit. À cet instant, je compris. 2 tasses. 2 infusions différentes. L'une pour moi et l'autre qui m'était destinée, mais que Claire avait bu à ma place. Je vais attendre un peu, la laisser refroidir. Claire termina sa boisson et reprit son appel téléphonique. Camille se mit à laver des assiettes déjà propres. Je m'assis à la table et les observai toutes les deux. 1 heure plus tard, Claire se plaignait de crampes à l'estomac, d'abord légères, puis plus fortes. Elle accusa Camille d'avoir utilisé du lait tourné. Camille répondit que Claire avait peut-être trop mangé la veille. Les deux semblaient sincèrement perplexes. Je proposai d'emmener Claire aux urgences. Camille refusa. Une simple gastro sûrement, rien de grave. Mais à midi, Claire vomissait et avait de fortes diarrhées. Elle était pâle, tremblante, et exigeait qu'on appelle un médecin. Camille tournait en rond dans la maison, les mains crispées, répétant qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Moi, je comprenais parfaitement. Pendant que Camille aidait Claire à retourner pour la 4e fois aux toilettes de la chambre d'amis, je vidais soigneusement le contenu de ma tasse, celle que je n'avais pas touchée, dans un flacon stérile. Puis je lavais la tasse à fond et la rangeais dans le lave-vaisselle. En soirée, Claire était stabilisée mais épuisée. Elle ne vomissait plus, mais était toujours faible, déshydratée. Camille insista pour l'emmener aux urgences. Les médecins firent plusieurs examens. Aucune pathologie grave n'était détectée. Repos, hydratation. Ils évoquèrent une intoxication alimentaire ou un virus de 24 heures. Claire passa la nuit dans notre chambre d'amis, gémissant doucement et buvant de l'eau par petites gorgées. Camille dormit sur le canapé du salon pour être proche, au cas où. Moi, je dormis seul dans notre lit, pensant au flacon dans ma mallette. Le lundi matin, j'amenai l'échantillon à mon laboratoire. Les résultats tombèrent le mardi après-midi. La spectrométrie de masse et la chromatographie en phase gazeuse ne mentent pas. L'infusion contenait camomille, miel et un extrait concentré de casse et de gutta poglia. Feuilles de séné, un puissant laxatif. À forte dose, douleurs abdominales, déshydratation, affaiblissement musculaire.
Effet temporaire, mais invalidant. Quelqu'un avait volontairement préparé un thé destiné à rendre son buveur sérieusement malade. Et ce « quelqu'un », c'était ma femme. Je restais assis dans le bureau de mon labo, fixant le compte-rendu, tentant de comprendre. Pourquoi Camille voudrait-elle m'empoisonner? Nous avions des désaccords, oui. Elle était déçue par ma carrière, sa famille me méprisait. Mais empoisonner? C'était un pas de géant entre une remarque sur les fiches de paie et ça. À moins que cela ne concerne pas ma carrière. À moins que ce soit autre chose. Je rentrais plus tôt ce jour-là. Camille était en train de cuisiner, comme si rien ne s'était passé. Claire, remise suffisamment pour manger, occupait notre table, racontant sa mésaventure au téléphone en haut-parleur. « Tu vas bien ?» demandai-je à Camille. « Ça va, je suis juste un peu inquiète pour Claire, mais ça va. »« Et moi? Je suis censée aller comment, tu penses ?» Elle s'arrêta. Cuillère en bois suspendue entre la casserole et sa bouche. « Que veux-tu dire ? Si j'avais bu ce thé à la place de Claire, dans quel état je serais maintenant ?» La cuillère tomba dans la casserole. Camille se retourna, et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Pas de la peur, pas de la culpabilité, un calcul. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Feuille de séné », dis-je calmement. Extrait concentré. Effet violent pendant 6 à 8 heures, nécessitant une prise en charge médicale. Son visage devint parfaitement neutre. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est ce qu'il y avait dans mon thé, celui que tu as préparé, celui que Claire a bu par erreur. Tu es paranoïaque? Non, je suis chimiste, j'ai analysé l'échantillon, j'ai les résultats. Camille croisa les bras. Tu as analysé quel échantillon? Celui que je n'ai pas bu, celui que tu m'as vu ne pas boire, celui que tu pensais que j'allais boire jusqu'à la dernière goutte. Pendant quelques secondes, nous restâmes silencieux. Depuis la salle à manger, on entendait encore Claire parler à voix haute de la facture de l'hôpital et des médecins incompétents aux urgences. Même si c'était vrai, dit Camille finalement, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi penserais-tu que j'aurais fait une chose pareille? Parce que tu voulais que je sois hors service, malade, cloué au lit, incapable d'aller au travail. Tu voulais que je dépende de toi. C'est complètement fou. Ah bon? Et pendant que j'étais censé vomir mes tripes et délirer de fièvre, tu comptais faire quoi? Fouiller mes dossiers? Consulter mon ordinateur? Demander à Claire de t'aider à accéder à mes archives comptables? Le visage de Camille changea. Elle niait toujours, mais différemment, comme quelqu'un pris dans un petit mensonge, tentant d'éviter d'avouer un plus gros. « Je ne te ferai jamais de mal, » dit-elle. « Mais tu pourrais me droguer. » Je n'ai drogué personne. Alors explique le séné. Je ne peux pas expliquer quelque chose qui n'a pas existé. Nous nous fixâmes, immobiles, séparés par l'îlot central de la cuisine. 8 années de mariage réduites à ça. Un rapport de laboratoire. 2 personnes qui ne se faisaient plus confiance. Je veux que tu partes. Cette maison est aussi la mienne. Je veux que tu fasses un sac et que tu restes ailleurs quelque temps. J'ai besoin de comprendre ce que tu comptais vraiment faire. Tu ne peux pas m'expulser sur la base d'une théorie délirante. Je peux demander à ma femme de s'éloigner après qu'elle a tenté de m'empoisonner. Beaucoup de gens trouveraient ça plutôt raisonnable. Camille attrapa son sac et ses clés de voiture. Je vais chez ma mère. Quand tu auras retrouvé la raison, tu pourras m'appeler pour t'excuser. Elle partit sans même faire de valise, comme si elle avait déjà tout prévu. Depuis la chambre d'amis, Claire demanda où Camille allait. Elle avait des courses à faire, dis-je. Claire accepta cette explication sans broncher et retourna à son téléphone. Je passai la soirée seule, me demandant quels autres plans Camille avait pu échafauder dans mon dos. Le mercredi matin, je fis quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Je fouillai ses affaires personnelles, ses tiroirs, son armoire, son bureau dans notre pièce de travail. Je me sentais comme un voleur, mais j'avais besoin de savoir ce qui se tramait chez moi. Dans le tiroir du bas de son bureau, sous de vieux formulaires de fiscaux et des garanties périmées, je trouvai un dossier intitulé « Dossier laboratoire Julien ». À l'intérieur, des photocopies de mon extrait CABIS, de mes assurances professionnelles, de mes contrats clients, de mes relevés comptables, des documents que je ne lui avais jamais transmis, des documents qu'elle avait nécessairement subtilisés dans l'armoire fermée de mon laboratoire. Et puis,
il y avait aussi des emails imprimés. Une correspondance entre Camille et un certain Alexandre Morel, de chez Nexus Valorisation. Les objets des mails étaient explicites. Opportunité d'acquisition. Intégration de petits laboratoires. Consolidation marché analytique local. Je lus chaque message 2 fois. Alexandre Morel travaillait au développement commercial chez Nexus Valorisation, une société parisienne spécialisée dans le rachat de petits laboratoires indépendants pour les intégrer à des groupes plus larges. Il proposait des offres attractives aux dirigeants qui voulaient sortir du poids de la gestion quotidienne. Et Camille lui avait transmis des informations très détaillées sur mon entreprise. Liste des clients, chiffre d'affaires annuel, inventaire du matériel, emplacement précis, photos intérieures du labo, compte de résultats. En échange, Alexandre la coachait sur la manière de m'inciter à envisager une vente. Il conseillait de créer une pression de contexte pour que l'indépendance paraisse moins séduisante. Il suggérait de faire parler les membres de la famille de leur inquiétude sur ma stabilité financière. Il lui avait même fourni des phrases types sur les avantages d'une carrière dans un grand groupe. Le dernier mail datait de vendredi dernier, 3 jours avant que Camille ne me tende la fameuse tasse de thé. Alexandre écrivait « Camille, s'il continue à résister aux arguments rationnels, il faudra peut-être créer une situation où il se sentira vulnérable ou dépendant. Rien de dangereux, bien sûr. Juste de quoi lui faire sentir à quel point gérer seul est épuisant. Parfois, il faut que les gens touchent leurs limites pour qu'ils acceptent l'aide. » Réponse de Camille : « Je comprends. Je crois que je sais comment m'y prendre. » Alexandre conclut : « L'objectif, c'est qu'il prenne contact avec nous de lui-même. S'il pense que c'est son idée de vendre, tout le monde y gagne. Une fois la transaction finalisée, votre prime de recommandation sera de 23 000 €. 23 000 €. Ma femme avait été payée pour saboter mon activité et pour me manipuler jusqu'à la vendre. Je pris en photo chaque document avec mon téléphone. Puis, j'appelai mon avocate, maître Élise Béranger, et obtins un rendez-vous en urgence pour l'après-midi. Elle lut les échanges et secoua la tête. On est à la frontière entre espionnage industriel et escroquerie. C'est plus que suffisant pour demander un divorce. Et pour l'empoisonnement, c'est plus difficile à prouver au pénal. Elle pourra toujours dire que le séné était accidentel. Mais combiné à ces emails, on peut établir un schéma d'intention. Que dois-je faire ? Documenter tout. Changer tous vos mots de passe et codes d'accès. Transférez vos fichiers professionnels dans un espace sécurisé. Et ne la laissez pas revenir ici avant qu'on ait évalué toutes les conséquences juridiques. Le mercredi soir, j'ai changé toutes les serrures et tous les mots de passe. J'ai aussi appelé mes 3 plus gros clients, une coopérative agricole à Cholet, une PME de produits cosmétiques à Saumur et le service des eaux d'Angers, pour les prévenir qu'une tierce personne pourrait tenter de les contacter en se faisant passer pour moi. Je n'ai pas mentionné Camille par son nom. Mais j'ai été clair. Toute discussion sur une éventuelle reprise devait impérativement passer par moi, et uniquement moi. Le jeudi matin, Claire allait mieux. Elle me prit dans ses bras en partant, me remercia pour m'être aussi bien occupé d'elle pendant son intoxication alimentaire. Elle ajouta qu'elle espérait que Camille et moi pourrions améliorer notre communication. Je souris et lui répondis que j'étais sûr que tout allait bientôt s'éclaircir. Après son départ, je restai seul dans la maison. Je réfléchis à la suite. Le vendredi matin, j'appelai Alexandre Morel chez Nexus Valorisation. « Monsieur Morel, ici Julien Arnaud. Il paraît que vous êtes intéressé par mon laboratoire. » Un silence. « Monsieur Arnaud ? Oui, j'espérais justement pouvoir vous parler. Votre épouse m'avait indiqué que vous pourriez être ouvert à un partenariat. » Elle vous a dit ça ? Elle m'a confié que vous étiez en réflexion, à la recherche d'un modèle moins stressant que l'indépendance. Eh bien, elle a raison sur un point. Gérer une entreprise seule est éreintant, surtout quand on ne peut pas faire confiance à ceux qui vous entourent. Silence prolongé. Je suis désolé de l'apprendre. Les relations professionnelles sont complexes. Les personnelles aussi. Que puis-je faire pour vous ? Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation à propos de votre intérêt pour mon activité. Parfait. Seriez-vous disponible en début de semaine prochaine ? En réalité, je préférerais qu'on se voie aujourd'hui.
Cet après-midi si possible. J'aimerais aller vite. C'est un peu soudain. Ma femme m'a dit que le facteur temps était crucial. Quelque chose à propos de mes vulnérabilités et de pression contextuelle. Vous voyez le tableau? Silence total. Monsieur Morel, vous êtes toujours en ligne? Oui, bien sûr. Mais je crois qu'il y a peut-être eu un malentendu sur mes échanges avec votre épouse. Aucun malentendu. J'ai lu tous les emails. Tous. Ceux où vous parlez de la prime de recommandation, ceux où vous l'incitez à me faire douter de moi-même. Monsieur Arnaud, je crains que vous n'ayez mal interprété certains éléments. Non, j'ai parfaitement compris. Vous avez payé ma femme pour saboter mon entreprise. Vous l'avez formée pour me manipuler, créer un climat de dépendance. Vous avez franchi la ligne. Mais ce n'est pas tout à fait... Alors voilà la question. Vous préférez traiter avec moi directement ou vous préférez expliquer vos méthodes à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes? Parce que l'espionnage commercial, en France, c'est un délit. Alexandre se racla la gorge. Peut-être devrions-nous en discuter de vive voix. Je pense aussi. Nous nous sommes donné rendez-vous à 14 heures dans un café discret du centre-ville d'Angers. Je passais la matinée à préparer un dossier. Copie imprimée de tous les emails, pièces jointes, les documents confidentiels que Camille avait subtilisés, ainsi qu'une note explicative sur l'incident du thé et sa possible implication dans une tentative de manipulation liée à la vente. À 14 heures précises, Alexandre entra. Il avait à peine 30 ans, portait un costume Hugo Boss flambant neuf et une mallette en cuir noir. Il avait l'air nerveux. « Monsieur Arnaud, Julien, merci de venir. » « Asseyez-vous. » Il s'installa en face de moi et parla le premier. « Je tiens à préciser que Nexus Valorisation agit toujours dans un cadre légal. Nos acquisitions sont faites selon des négociations transparentes. Nous ne pratiquons ni la pression indue ni l'espionnage industriel. » Intéressant, parce que ce dossier raconte une toute autre histoire. Je lui tendis le dossier. Alexandre l'ouvrit. Il lut, longuement. À chaque page, son visage blanchissait davantage. « Ces mails sont sortis de leur contexte, » dit-il enfin. « Dans quel contexte un sabotage devient-il légal? Vous avez incité ma femme à me voler des documents confidentiels, à manipuler mes émotions. Dans la plupart des juridictions, ça s'appelle fraude et complicité. » Il referma le dossier. « Que voulez-vous? Que vous restiez loin de mon entreprise. Que vous cessiez tout contact avec ma femme. Et que vous compreniez ceci. Si j'apprends que Nexus cible un autre laboratoire indépendant dans la région avec les mêmes méthodes, je ferai en sorte que vos méthodes soient exposées aux autorités compétentes. Et en échange? En échange, je ne dépose pas plainte aujourd'hui. » Alexandre se leva. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Au contraire, c'est précisément parce qu'elle a eu lieu que rien d'autre ne se passera. Il quitta le café sans un mot de plus. Lundi matin, Camille rentra à la maison. Elle entra dans la cuisine comme si elle n'était jamais partie, se servit un café, s'assit à la table où elle avait essayé de m'empoisonner 8 jours plus tôt. « Il faut qu'on parle, » dit-elle. « Je crois qu'on a déjà assez parlé. » Je déposai le dossier d'email sur la table. Elle y jeta un coup d'œil, mais ne le toucha pas. « Ce sont des échanges privés, » dit-elle. « Entre toi et Alexandre Morel, sur la manière de vendre mon entreprise pour 23 000 €. » Camille ouvrit le dossier et tourna lentement les pages. Aucune surprise sur son visage. Aucune honte. Juste du calcul. « Tu as fouillé dans mes affaires. Tu as pris mes dossiers. Tu as photographié mon laboratoire. Tu as copié mes contrats clients. Tu as volé 8 ans de mon travail pour essayer de le vendre à des inconnus. Je voulais t'aider. En m'empoisonnant. Je n'ai empoisonné personne. Tu as mis de l'extrait concentré de feuilles de séné. Assez pour provoquer des douleurs aiguës, de la déshydratation, une incapacité temporaire. Exactement comme Alexandre te l'avait conseillé. » Camille referma le dossier. « Tu ne pourras jamais prouver l'intention. Je peux prouver la complicité, l'espionnage économique, le vol de données professionnelles et la tentative d'atteinte volontaire à l'intégrité physique. Aucun procureur ne retiendra ça. Peut-être pas, mais la DRITS, Inspection du travail, y verra un dossier très intéressant, et mon assureur professionnel. Et le service conformité de Nexus Valorisation. » Camille se leva. « Que veux-tu, Julien ?
Je veux que tu signes les papiers du divorce, que tu renonces à toute part dans mon entreprise ou dans ses actifs, et que tu partes, définitivement. Et si je refuse? Alors je dépose plainte au pénal, j'engage une procédure au civil et je m'assure que tout le secteur sait ce que fait Nexus aux petits laboratoires indépendants. Camille s'approcha de la fenêtre, regardant notre jardin. 8 ans de mariage. 2 ans de préparation pour m'anéantir. 10 minutes de conséquences. Il me faut du temps pour trouver un logement. Tu as jusqu'à vendredi. Ce n'est pas suffisant. Ça t'a suffi pour organiser ma chute. Ça suffira pour organiser ta reconstruction. Camille déménagea le jeudi. Elle emporta ses vêtements, ses livres et sa voiture. Elle laissa tout le reste, y compris la machine à café qui n'avait jamais été à la hauteur des exigences moussantes de Claire. Je signai les papiers de divorce le mois suivant. Camille ne contesta rien. Pas de pension, pas de partage, pas de conditions. Elle voulait que la rupture soit la plus discrète possible. J'appris par des connaissances communes qu'elle avait trouvé un poste dans un grand hôpital public à Lyon. Contrat CDI, avantages collectifs, respect, stabilité. Parmi des gens qui ignoraient tout de ces manigances. Alexandre Morel m'envoya une lettre officielle indiquant que Nexus Valorisation renonçait à toute tentative d'acquisition dans l'ouest de la France. Il joignit un chèque de 23 000 avec la mention « Honoraires de conseil restitués pour mission non aboutie ». J'encaissai le chèque et remplaçai mon vieux spectromètre de masse par un modèle de dernière génération. 6 mois plus tard, mon entreprise n'avait jamais été aussi solide. Le bouche à oreille avait tourné. J'étais discret, rigoureux et capable de traiter des dossiers sensibles. La gendarmerie m'envoyait des analyses plus complexes. Un laboratoire pharmaceutique m'avait confié la vérification de pureté de ses matières premières. Je n'avais jamais eu autant de travail. Un dimanche matin de mars, dans le silence de ma cuisine, je me préparai un café et m'assis à la table. La même table où Camille m'avait servi un thé empoisonné, en souriant comme si elle me rendait service. La même table où je lui avais montré les preuves de sa trahison. Je repensais à la confiance dans le mariage, au prix de l'indépendance, et à la mince frontière entre naïveté et prudence. Je pensais aussi à la façon dont tout aurait pu basculer si j'avais bu cette tasse. Mais surtout, je savourais une vérité simple. Il n'y avait plus personne dans cette maison pour planifier ma destruction. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de refuser d'être une victime.